Ce smartphone, c'est le Pixel 9a et il est excellent comparé à l'iPhone 16e. En revanche, si on le met face à ses pairs sous Android, la question est un peu plus complexe. En effet, Google cette année nous a rhabillé la mariée, c'est-à-dire qu'on a un nouveau design, mais à l'intérieur, on a l'impression d'être dans une continuité du Pixel 8a. Et je vous propose de mettre directement les pieds dans le plat en parlant de son écran. En effet, regardez-moi ces bordures, elles sont juste énormissimes. Clairement, en 2025, à 549 €, on s'attend quand même à avoir un petit peu mieux. Heureusement, si on regarde à l'intérieur de ces bordures, on tombe sur une pièce maîtresse de ce Pixel 9a, à savoir son écran et la qualité de cet affichage. Son plus gros point fort, c'est sa luminosité. C'est simple, elle bat tout. Pour avoir mieux, il faut simplement prendre un Pixel 9 ou un Pixel 9 Pro. Et ça, c'est valable tant sur les contenus SDR que sur les contenus HDR. Vous pourrez l'utiliser sous un soleil de plomb, vous n'aurez aucun problème de lisibilité. Et pour le positionnement tarifaire du Pixel 9a, c'est vraiment un atout, puisqu'habituellement sur ce segment, les constructeurs ont tendance à faire pas mal de concessions sur l'écran. Mais il n'y a pas que la luminosité qui compte. En effet, cet écran, il est aussi performant au niveau de sa qualité visuelle. On est sur un écran OLED, on est sur un écran aussi qui fait du 120 Hz. Alors attention, c'est pas du LTPO comme sur un Pixel 9, on est sur du 60 ou 120 Hz, mais c'est déjà pas mal pour la fluidité et beaucoup mieux qu'un iPhone 16e. Côté fidélité des couleurs, on est bon aussi. En revanche, il y a un petit hic, c'est au niveau des nuances de couleurs. Elles seront plus étendues chez certains concurrents que sur le Pixel 9a. Bref, petit bilan de cet écran, si vous parvenez à passer outre ces énormes bordures, et clairement, après une semaine d'utilisation, j'ai commencé un petit peu à les oublier, et bien vous aurez un affichage de qualité, et ça c'est un gros point fort des Pixels. Google nous montre ici encore qu'il parvient à faire mieux que l'année dernière et qu'il s'améliore toujours sur ce point, et c'est vraiment positif. Autour de cette énorme bordure noire se tient un téléphone. Oui, parlons maintenant du design global de ce Pixel 9a. Alors à quoi ressemble-t-il ce Pixel 9a? Eh bien tout simplement à son grand frère, le Pixel 9, à un détail près, c'est simplement qu'ici on a raboté le module photo arrière. Oui, ici les objectifs arrière ne dépassent presque plus de la coque. Google est parvenu à intégrer toute sa partie photo à l'intérieur de son téléphone, ce qui donne simplement un petit ballottement d'1 millimètre à peine, alors qu'on a un module photo d'une certaine épaisseur sur les Pixel 9 ou Pixel 9 Pro. Et Google nous avait habitués jusqu'alors à une certaine continuité entre sa gamme principale et sa gamme A. Et bien cette année, on entre en rupture avec vraiment un téléphone qui a sa propre identité visuelle. Donc clairement, ça pourra cliver, certains apprécieront, d'autres moins. Personnellement, je trouve que ça lui donne une certaine singularité et surtout, en définitive, un bon équilibre vraiment tant en prise en main que lorsqu'il est posé sur une table. Concernant les matériaux utilisés, on a de l'aluminium pour le cadre, on a un dos en composite d'après Google, comprenez du plastique, et à l'avant, nous avons un écran qui est protégé par une dalle Gorilla Glass, mais une dalle Gorilla Glass 3. Ça, c'est un petit peu dommage, parce qu'au niveau de la résistance, sinon, on a de l'IP68, donc ça, c'est très bien. Mais au niveau de la protection de l'écran, on aurait quand même apprécié avoir un Gorilla Glass 7i, qui est quand même aujourd'hui un petit peu la base, et qu'on retrouve sur d'autres téléphones de ce prix-là, voire un peu moins cher. Et si aujourd'hui, entre les mains, j'ai un modèle noir assez basique, eh bien, sachez que Google est quand même beaucoup plus pétillant qu'Apple sur le milieu de gamme, avec un téléphone qui se décline en 4 versions, une version noire obsidienne, une version blanche porcelaine, et on a aussi du pivoine et de l'iris. De quoi mettre un petit peu de peps dans votre vie, ou tout du moins dans votre poche. Bref, bilan au niveau du design de ce Pixel 9a, eh bien on a quand même de sacrées grosses bordures, mais qu'on peut oublier avec le temps. On a également un revêtement en Gorilla Glass qui est vraiment pas au niveau d'un milieu de gamme à 549 € surtout. Le design minimaliste avec ce module photo quasiment absent du dos du téléphone, je le trouve vraiment intéressant. Au niveau de la prise en main, c'est plutôt confortable, même si on n'a plus les bords arrondis qu'on pouvait avoir auparavant chez Google. On conserve des arêtes légèrement bombées, ce qui permet de ne pas faire mal en fait à la paume des mains lorsqu'on l'utilise. Puisqu'il faut le dire, ça reste quand même un assez gros smartphone, on est sur du 6,3 pouces, donc c'est un peu plus que l'an dernier sur un Pixel 8a. Néanmoins, on est sur la tranche basse des diagonales de smartphone, surtout que Google n'a pas touché ni à l'épaisseur ni au poids de son téléphone, donc ça c'est quand même une belle prouesse de réussir à intégrer son module photo dans la coque, et aussi, on le verra plus tard, d'agrandir même la capacité de sa batterie pour la même épaisseur. Google, c'est du logiciel, c'est du design, c'est de l'écran, mais c'est aussi et surtout de la photo. Il nous le prouve depuis des années, donc qu'est-ce qu'on a avec ce Pixel 9a? Google est-il parvenu à intégrer ses meilleures technologies à l'intérieur de ce téléphone? Si c'est pas le cas, est-ce que ces algorithmes vont réussir à faire le taf? Et enfin, tertio, comment se positionne-t-il aujourd'hui sur le marché du milieu de gamme? Et surtout, est-il toujours aussi pertinent face à une concurrence de plus en plus galopante? 3 capteurs photo, 2 à l'arrière, 1 à l'avant. À l'arrière, on a un grand angle de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 13
13 mégapixels et à l'avant un capteur selfie de 13 mégapixels. Les premières photos qu'on prend avec le Pixel 9a, elles vont forcément être waouh. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser le capteur principal. Et le capteur principal, c'est vraiment la force de Google sur ce téléphone. Ce capteur grand angle, il est lumineux, il produit des images avec quand même vachement de détails. On a également une bonne exposition. Il arrive à traiter les zones assez sombres sans dénaturer, sans ajouter de bruit à l'intérieur. J'ai pas observé durant mes tests non plus d'artefacts. On a une bonne prestation de ce côté-là, malgré un abaissement de la définition du capteur principal par rapport à la génération d'avant. C'est-à-dire qu'on passe de 64 mégapixels à 48 mégapixels ici. Donc on pourrait croire qu'on aura des images quand même moins bien définies. Donc oui, lorsqu'on regarde sur un écran d'ordinateur en zoomant, en taille réelle, etc., on va avoir un petit grain différent. En revanche, Google a peaufiné sa balance des blancs et on trouve qu'elle est un peu plus juste sur ce Pixel 9a. Donc bon point pour ce modèle. Et Google vous propose en bonus un capteur que l'iPhone 16e n'a pas, à savoir un ultra grand angle. Ce capteur ultra grand angle, il fait uniquement 13 mégapixels, donc il est pas très grand. Premier bon point, on a une continuité colorimétrique avec le grand angle. Donc c'est-à-dire qu'on peut basculer d'une focale à l'autre sans avoir de différence de couleur, et au niveau visuel, on aura un rendu qui sera semblable. De plein jour, franchement, il va faire le taf. On va avoir une petite distorsion sur les bords. Les photos qu'il produit ont des couleurs justes, une bonne exposition, même quand c'est contrasté. L'effet fisheye qui pourrait déformer les bords de l'image est assez léger. En revanche, on va avoir sur ses côtés un peu moins de netteté. On va être un peu plus brouillon au niveau des détails. C'est toujours un petit peu le cas sur ces ultra grand angle de milieu de gamme. Globalement, ce capteur ultra grand angle, il n'est pas au niveau du grand angle. Néanmoins, il fait le travail et il propose des photos qu'on peut se partager, qu'on peut même regarder sur grand écran. Ça, c'est pour les photos de jour. On verra pour la partie nocturne un peu plus tard. On passe au zoom. Vous vous souvenez, en intro de la partie photo, je vous parlais de la concurrence. Et bien là, on met les deux pieds dedans. C'est-à-dire que la concurrence, elle est vraiment galopante puisqu'on a des téléphones qui sont moins chers que celui-ci et qui proposent des zooms optiques, des zooms périscopiques même. Et là, je pense au Phone 3 Pro de Nothing et son téléobjectif périscopique x3 que j'avais particulièrement apprécié lors de son test. Mais non, là, on est limité à un simple zoom numérique sur le Pixel 9a. Alors Google essaye de nous vendre son super res zoom qui nous permettrait d'avoir des photos de qualité optique sur un zoom numérique. Eh bien, laissez-moi vous dire que ce n'est pas complètement vrai. En x2, c'est propre. Clairement, on va cropper dans un capteur de 48 mégapixels, donc on va réussir à en ressortir quelque chose d'exploitable, d'assez détaillé. On va avoir quand même toujours la même luminosité, on reste sur le capteur grand angle, donc on aura tous ces avantages. On va perdre éventuellement un petit peu en détail, bien évidemment. En revanche, en x4, on commence à avoir quelques artefacts algorithmiques, et plus on grossit, et plus ça va être présent. En arrivant au x8, clairement, on est plus au niveau de l'aquarelle que de la photo, avec une sacrée bouillie de pixels sur certains clichés. On a vu le grand angle, c'est ok. L'ultra grand angle, franchement, ça fait le taf. Le zoom, bah, ça dépend du grossissement. Mais ensuite, le tout, l'ensemble de ces focales, comment se comporte-t-elle lorsqu'on passe en bonne nuit? Eh bien, sur le grand angle, c'est bon, ça fait vraiment le taf. On a une belle image, bien colorée, avec une bonne luminosité. On va pas chercher à modifier la colorimétrie naturelle des objets photographiés, donc ça, c'est quand même pas mal. On va avoir assez peu de bruit, ça va vraiment être maîtrisé grâce aux algorithmes de Google, et là, je suis vraiment content du coup des prestations de ce téléphone en la matière. En revanche, si on passe sur l'ultra grand angle ou sur le zoom numérique, là c'est la débandade à tous les niveaux. Là, il suffit que vous regardiez les images qui passent devant vous à l'écran, ce sont les photos en ultra grand angle. C'est flou, bruité, pas détaillé, bref, assez peu exploitable. On peut les utiliser éventuellement pour du partage sur les réseaux sociaux, mais sinon on s'astreindra plutôt à avoir de bonnes conditions lumineuses avant de shooter avec cet ultra grand angle de nuit. C'est à peu près la même recette sur le zoom numérique. Même en x2, on va pas avoir une très bonne production avec une image qui va être bruitée, qui va être surtout très lissée. On va avoir du bruit qui va s'installer, on va avoir un effet artificiel sur toutes ces images. On va vraiment préférer conserver le grand angle en x1 et éventuellement venir cropper manuellement à l'intérieur pour avoir un résultat qui soit un peu plus probant. Bref, en résumé, sur la partie photo, comment se situe ce Pixel 9a? Eh bien, il est dans la continuité des précédents A de Google. C'est-à-dire qu'on a un téléphone qui produit des bonnes photos sur son capteur grand angle. En revanche, sur tous ces autres modes, on va être un petit peu en deçà, quoi. Et clairement, avec la concurrence qui pointe aujourd'hui, et je pense notamment même à Samsung, avec son Galaxy A56 qui se défend malgré tout, mais surtout en fait aux petits nouveaux, comme Nothing dont je parlais précédemment. Là, clairement, Google a du mouron à se faire et ferait bien pour une fois de se remonter les manches sur le milieu de gamme afin de pouvoir encore justifier son niveau de prix qui reste assez élevé.
Le Pixel 9a, il sort avec la dernière version d'Android en date, à savoir Android 15. Et avec Android 15, on va avoir Gemini. Et la dernière version que l'on peut avoir, c'est Gemini 2.0 Flash. Donc voilà, un modèle avancé du chatbot de Google qui va vous permettre d'adresser quelques paramètres de votre téléphone ou de répondre à vos questions quelles qu'elles soient. Il dispose également de 7 ans de mise à jour, tant de sécurité que de mise à jour majeure, donc de mise à jour d'Android. Attention, on parle de 7 ans de mise à jour de fonctionnalité et non pas de 7 mises à jour d'Android. Donc, est-ce qu'on arrivera à Android 23 avec? On ne sait pas, ça dépendra si Google continuera à sortir une version d'Android par an. En tout cas, on a ici l'un des téléphones de milieu de gamme les plus durables du moment avec un Galaxy A56 par exemple. Côté interface, on a la Pixel Experience, c'est-à-dire quelque chose de sobre, de très fonctionnel et qui se rapproche vraiment le plus de ce qu'on peut avoir sur iOS. Donc, un Google Pixel reste encore aujourd'hui l'un des meilleurs modèles pour un transfuse qui souhaiterait passer du système d'Apple à Android. En revanche, je ne peux pas passer à côté d'un souci grave que j'ai avec ce Pixel 9a, à savoir un problème d'affichage. Les paramètres rapides, lorsque je descends mon volet de notification, eh bien ces paramètres affichent des icônes vides. Je n'ai aucune écriture qui apparaît. C'est un problème récurrent, c'est-à-dire que j'ai essayé de redémarrer le téléphone, ça ne change rien. En se plaçant à votre place, à la place d'un utilisateur final, de quelqu'un qui irait acheter son téléphone, qui effectuerait sa bascule sur ce nouveau téléphone, qui aurait désormais toutes ses données dessus, il serait à la merci d'une mise à jour de la part de Google pour corriger ce souci, ou sinon de faire une réinitialisation de son appareil au risque de perdre toutes ses données. C'est quand même une situation très inconfortable. Aucun de mes confrères ne m'a contacté pour me demander si j'avais ce problème, donc j'imagine que je suis sans doute peut-être le seul dans ce cas, mais bon, j'ai un produit qui est une version commerciale entre les mains et qui normalement devrait fonctionner parfaitement. Côté fonctions un petit peu innovantes, on va avoir des fonctions d'intelligence artificielle bien évidemment, alors qui vont être liées à Gemini. On va avoir par exemple entouré pour rechercher, mais ça c'est un classique des classiques. On va avoir aussi une analyse de l'écran, ça c'est plutôt intéressant, donc pour interroger Gemini sur ce qu'on est en train de consulter sur son écran. Ça fonctionne aussi sur une vidéo YouTube. On a aussi d'autre part la météo Pixel, donc la météo par Google, qui va utiliser les algorithmes d'intelligence artificielle pour vous pousser de la météo en temps réel. Et surtout, on va avoir toute une partie de fonctions d'IA sur les photos. Donc là, on va avoir les mêmes traitements que sur les Pixel 9 ou 9 Pro. Par exemple, la fonction Add Me qui va vous permettre d'ajouter quelqu'un sur une photo alors qu'il n'y est pas, donc a posteriori. Également, la fonction Best Take qui va laisser le téléphone, lors d'une photo de groupe, prendre plusieurs photos afin d'assembler les différents visages de cette photo afin d'obtenir la photo avec que des visages avec les yeux ouverts et le sourire aux lèvres. On a aussi un outil pour réimaginer ces photos. Là, moi je m'étais beaucoup amusé sur les Pixel 9 Pro à utiliser cette fonction qui permet de transformer complètement sa photo. Par exemple, on peut changer l'arrière-plan, on peut changer la couleur du ciel, rajouter plein de nuages alors qu'on est en plein été. Moi j'avais mis un mur de briques, un fauteuil moyenâgeux et une épée plantée à côté de mon fils qui était en train de lire un bouquin. Ça c'est un truc franchement, c'est plutôt marrant à utiliser. On affine ses prompts au fur et à mesure et ça fonctionne plutôt bien. Pour le traitement des images, on a la gomme magique bien évidemment, on a une option pour retirer le flou alors qu'il fonctionne comme elle peut et aussi une gomme magique audio, et ça c'est plutôt pas mal en vidéo, donc pour rehausser les voix et essayer d'atténuer les sources sonores extérieur. Et je reviens sur Gemini parce qu'il y a une nouvelle fonction qui est arrivée il y a pas longtemps sur tous les Pixel 9 et également sur les Galaxy S25 de Samsung, et ce Pixel 9a y a droit. C'est la fonction vidéo, je vais dire, de Gemini Live, c'est-à-dire une espèce de visio avec Gemini. On va pouvoir interagir, lui montrer son environnement et lui poser des questions sur ce que l'on est en train de regarder afin d'avoir des réponses pas forcément très pertinentes. Tiens, tu vois ce téléphone, tu peux me dire ce que c'est comme modèle ? C'est un iPhone 13. Alors non, c'est pas un iPhone 13, c'est un iPhone 16 Pro Max. Ça, t'aurais pu le voir en voyant le bouton sur le côté. Ah oui, en effet. T'as raison, c'est un iPhone 16 Pro Max. J'ai combien de doigts ? Je vois que tu as 4 doigts sur cette main. Alors, je suis un humain, j'ai 5 doigts et là, je t'en montrais 3. D'accord, je comprends. Donc tu as 5 doigts en tout et là, tu m'en montres 3. Au bilan, la Pixel Experience, c'est toujours un petit bonheur à utiliser, sauf que Google, elle peut avoir des petits ratés. Moi, là, clairement, ce que j'ai ici, c'est un peu problématique. Bon, sinon, pour le reste, on a des fonctions d'IA qui sont plutôt bien organisées, bien amenées, tout du moins. On va pas être aussi poussé que sur du Galaxy S. Ensuite, on est sur un téléphone qui est quand même moins cher qu'un S25. Mais voilà, on va avoir des fonctions assez utiles, et c'est surtout l'intégration de Gemini au cœur de ce système qui est intéressant. Et impossible de passer outre quand même les 7 ans de mise à jour qui sont clairement une grosse force de ce téléphone de milieu de gamme.
Les processeurs de Google ne sont jamais les plus performants du marché et pourtant on a la chance d'avoir sur ce Pixel 9a le même processeur que sur ses grands frères, beaucoup plus cher. Oui, c'est un avantage de la gamme A, elle hérite toujours du Tensor de dernière génération, en l'occurrence le Tensor G4 qui s'accompagne ici de 8 Go de RAM. Lorsqu'on mesure sa puissance, eh bien elle peut être un peu faiblarde lorsqu'on s'appelle Pixel 9 Pro ou 9 Pro XL. En revanche, lorsqu'on abaisse un petit peu la facture et qu'on se retrouve au niveau d'un Pixel 9a, ça devient tout de suite beaucoup plus concurrentiel. D'après les benchmarks que j'ai lancés sur le Pixel 9a, pour avoir mieux, eh bien il faudrait payer moins cher. Oui, c'est un petit peu bête, mais il y en a qu'un seul qui pourrait le concurrencer, c'est le Poco X7 Pro de Xiaomi, mais c'est assez logique puisque la gamme Poco a toujours tout misé sur la performance en délaissant un petit peu tout le reste. C'est-à-dire qu'on va avoir un téléphone qui va être vachement bien pour le gaming peut-être, mais avec beaucoup moins de polyvalence. Ici on a quand même un téléphone équilibré avec une bonne polyvalence, donc tant un design quand même respectable, avec également une partie photo dont on a parlé, qui pourrait être meilleure mais qui est déjà à peu près correcte, une partie logicielle toujours améliorable. Il y a beaucoup de trucs qui vont pas en fait. Le Pixel 9a, il se veut plus polyvalent tout simplement. Dans un usage classique, franchement, on va observer aucun souci, c'est-à-dire qu'il va être rapide, le multitâche est vraiment fonctionnel, j'ai observé aucun ralentissement. Avec le 100 Hz, c'est du régal à utiliser. Lorsqu'on consulte, qu'on prend des photos, qu'on est sur les réseaux sociaux, etc., en fait, un usage classique, ça va. Lorsqu'on démarre des jeux, éventuellement, ça pourra ici se compliquer. Mais est-ce que c'est vraiment son objectif d'être utilisé pour jouer à des jeux vidéo gourmands? Je ne sais pas. En revanche, tout ce que je peux vous dire, c'est que sur un Genshin Impact, lorsqu'on pousse tout à fond, eh bien, on va se retrouver entre 35 et 50 FPS en moyenne lors des combats. Donc là, lors des zones les plus chargées. Ça reste jouable, on veillera à diminuer un petit peu les options graphiques afin d'avoir une expérience plus fluide. Là où ça m'embête un petit peu plus, c'est lorsque j'ai lancé un stress test sur ce téléphone. Il n'a pas été très concluant, c'est-à-dire qu'au bout d'une heure à être poussé au maximum de ses capacités, eh bien il a montré une certaine chute au bout d'à peu près 10-15 minutes. On est tombé à une bride à 60% des performances du processeur. C'est-à-dire que le Tensor G4 chauffait, qu'il fallait dissiper la chaleur, et que du coup, plutôt que de continuer à trop chauffer, il a préféré en fait diminuer les performances afin bien, de ne pas vous brûler les mains. Et ça, coup de chance, ça fonctionne. C'est-à-dire que en extérieur, on va avoir une température qui sera toujours mesurée aux alentours de 35-37 degrés, ce qui est confortable en main. Alors est-ce le seul à blâmer? Non, il n'est pas le seul dans ce pot-là. On a également le Pixel 9, le Pixel 9 Pro, en définitive toute cette gamme qui utilise le Tensor G4 est touchée par ce processeur qui chauffe un petit peu trop et qui va limiter ses performances. Bon, on a quand même de l'optimisation logicielle derrière qui va permettre à l'ensemble de continuer à fonctionner de manière fluide. Donc, si l'on accepte cette partie de test, on va avoir une expérience quand même assez fluide. Ça pourra impacter ceux, encore une fois, qui lanceront des gros jeux sur ce téléphone. 5100 mAh, c'est la capacité de batterie que Google a réussi à mettre dans son Pixel 9a. C'est une bonne chose parce que c'est mieux qu'un Pixel 9 et c'est aussi mieux qu'un Pixel 8a. Donc on a du mieux et bien sur tous les points. Est-ce que c'est pour ça qu'on va avoir une meilleure autonomie? J'ai pas encore terminé tous les tests d'autonomie. Je peux pas vous donner une réponse complète là-dessus. En revanche, des 3 points que j'aurais relevés dessus, et bien sur 2h30 de lecture vidéo en streaming sur Netflix, on va perdre 10% d'autonomie. Par rapport à la concurrence, on est bien situé. En général, on est plutôt entre 11 et 13%. En jeu, en revanche, on voit l'impact de la chauffe du processeur sur le téléphone, puisqu'on va perdre 21% d'autonomie en 1 heure de jeu sur Genshin Impact. Là, ça commence à être sévère. En revanche, en veille, je l'ai laissé toute une nuit et il m'a consommé uniquement 3% d'autonomie. C'est plutôt correct. Voilà ce que je peux dire de l'autonomie. Alors, on peut toujours extrapoler et moi, j'imagine qu'il pourra clairement tenir plus d'une journée sans voir un chargeur. Ça, c'est pas vraiment un problème. Ensuite, il faudra arriver à estimer si on sera plutôt entre une journée et demie ou 2 jours d'autonomie au global. Concernant la charge, on a du 23 watts, c'est mieux que l'an dernier, c'est toujours pas au niveau de ce que propose la concurrence, avec notamment du 45 watts ou du 90 watts, ou un peu plus même chez certains constructeurs chinois. Après, tout dépendra de votre cycle de recharge. Si, comme moi, vous rechargez la nuit, eh bien ce sera suffisant, puisqu'il tiendra plus d'une journée d'autonomie. Voilà, si vous avez besoin d'un shot le matin, bon, prévoyez une longue pause café en revanche. Et puis, si les câbles vous rebutent et que vous êtes plutôt adepte de poser votre téléphone sur un galet, et sachez qu'il a également la charge sans fil. Si vous hésitez entre l'iPhone 16e ou le Pixel 9a, eh bien clairement Google arrive encore à mettre une petite pilule à Apple. Bon,
Ça c'est bien pour attaquer Apple. En revanche, les petits copains qui sont derrière, eh bien ils sont laissés un petit peu tranquilles et c'est bien dommage pour Google qui là commence à perdre quelques longueurs d'avance. En effet, j'irai pas jusqu'à dire que Google se repose sur ses lauriers, mais bon, on a des acquis qui commencent à durer un petit peu trop, notamment au niveau de la partie photo, qui serait pas mal de voir évoluer avec notamment un zoom optique. Voilà, sur du milieu de gamme, ce serait intéressant, surtout du haut milieu de gamme. À 549 €, la facture commence à être salée. Et puis on a ces bordures d'écran, clairement elles sont disgracieuses, on va pas se mentir, faire payer une énorme bordure noire, c'est quand même un petit peu culotté. En revanche, on va avoir un écran qui sera un petit peu plus grand qu'auparavant, ça c'est pas mal. Et surtout un écran vachement lumineux. Là, clairement, vous n'aurez pas mieux à part acheter un Pixel plus cher. Mais même si vous prenez un téléphone à 1500 € chez Samsung par exemple, vous n'aurez pas plus lumineux. C'est simple, c'est tout. Concernant la puce, est-ce qu'on a des performances stratosphériques? Non, pas du tout. En revanche, ça fait le job, il y a les optimisations de Google. Si vous n'êtes pas un gros joueur, ça fera largement le taf. Et bien si au niveau des performances, il n'est pas fait pour le jeu, et il n'est pas non plus fait pour le jeu au niveau de l'autonomie, parce que là, clairement, elle va être grévée par vos activités ludiques. Et côté photo, Google, ça a toujours été stratosphérique. Je me souviens, en 2018, quand j'ai testé le Pixel 3, c'était juste waouh, et il réussissait à faire ça avec un seul capteur photo. Alors en 2025, il y en a un autre qui est avec un seul capteur photo, c'est l'iPhone 16e. Donc clairement, oui, le Pixel 9a, il va être plus polyvalent pour moins cher, puisqu'il a un ultra grand angle. Mais pour moins cher encore, j'entends par exemple le Nothing 3A Pro, lui, il va avoir un téléobjectif périscopique qui va le rendre encore plus polyvalent. Donc franchement, Google, ça nous embête de vous voir vaciller sur votre trône. Si vous voulez garder votre couronne, va vraiment falloir se bouger sur ce point. Alors après avoir énuméré tous ces points, faut-il l'acheter, ce Pixel 9a? Eh bien, comme l'an dernier, vous dirais-je oui et non. Oui, parce que c'est fratricide, mais en face de lui, il y a le Pixel 9. Et s'il est sorti il y a quelques mois à 900 €, aujourd'hui, on arrive à le trouver à 700 €. Donc oui, ça fait quand même toujours une différence de 150 €. Néanmoins, avec un Pixel 9, eh bien, vous aurez un volet photo qui sera quand même plus qualitatif. Vous aurez également un design qui sera plus premium. Et vous n'aurez pas notamment cette énorme bouée de sauvetage autour de votre affichage. Et pour le reste, ce sera identique et vous ne serez pas déçus. En revanche, si on attend aussi quelques mois sur ce Pixel 9a, là, son prix va chuter également. Et là, on pourra en reparler parce qu'il deviendra, je pense, clairement une alternative à tous les smartphones milieu de gamme qui sortiront dans les prochains mois. Oui, parce qu'il a toujours cet avantage également d'avoir ses 7 ans de mise à jour. Donc c'est-à-dire que c'est un investissement sur le long terme et qu'il dispose quand même d'une puce haut de gamme. Bien que ce soit un Tensor G4, ça reste une puce de très haut de gamme. Et si garder votre téléphone 7 ans n'est pas dans vos priorités, eh bien regardez un petit peu le Nothing 3 Pro parce que je trouve qu'il est surprenant. Il a également une interface toute particulière qui est bien à lui, un design atypique mais que je trouve enfin différenciant par rapport en fait à ce monobloc assez classique et trop sobre peut-être. Et Nothing a son interface toute particulière qui pourtant, malgré des différences visuelles, reste très proche de ce que l'on a sur un Google Pixel. Donc vous ne serez pas perdu. Et puis si c'est la performance que vous chassez, que la photo vous vous en fichez, regardez les Poco. Clairement, ils sont faits pour ça. Droit devant, on joue à Call of, à Genshin et on balance ses FPS. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire aujourd'hui sur ce Pixel 9a. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura éclairé un petit peu sur votre choix. Si vous êtes en train de chercher un téléphone, n'hésitez pas à aller regarder nos guides sur Frandroid qui vous permettront également d'étayer votre avis sur le sujet. Je vous laisse vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche des notifications et également lâcher un petit commentaire et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, c'était Edouard. Salut!